Les Volets Verts, c'est le titre d'un roman et d'un film, mais c'est aussi le surnom de la cité de l'Abbaye à Grenoble. Un opérateur privé, Ogic, va réhabiliter 12 des 15 bâtiments achevés à la fin des années 1920. Elle sera peut-être un jour au palmarès du festival d'Angoulême. Il avait lieu la semaine dernière. En attendant, Colline Picot partage son temps entre son travail de prof et celui d'auteur de bande dessinée. Dans ses albums, elle raconte la vie de Hawa et d'Ayane. Et puis retour sur l'importante mobilisation des agriculteurs de la semaine dernière, mais avec quel résultat? La Confédération paysanne ne se satisfait pas des mesures annoncées, c'est ce que l'on verra à la fin de ce JT avec Anaïs Goffre, agricultrice au col de Clémencière et référente foncière du syndicat en Isère. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 5 février 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et on commence avec ce nouvel épisode dans le dossier Grenoble Habitat. Après les nombreuses oppositions, la ville avait décidé en novembre de mettre en pause la vente de ses actions à une filiale de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 37 millions d'euros. Lors d'un point presse ce lundi matin consacré au budget 2024, la métropole de Grenoble a confirmé que des discussions très constructives étaient en cours avec la municipalité pour une prise de participation importante. Sur Grenoble Habitat, il y a deux sujets. Il y a rachat d'actions auprès de la ville de Grenoble. Il y a aussi les éléments de recapitalisation pour donner à l'outil les moyens de faire. Les discussions sont en cours avec le maire de Grenoble et le président de la métropole. À mon niveau, dans le budget métropolitain, il y a une enveloppe de 12,5 millions d'euros pour l'ensemble des prises de participation, à l'intérieur de lesquelles on pourra trouver les financements pour les premiers éléments, les premiers accords entre nos deux responsables et ce sur quoi nos conseils et municipaux et métropolitains se mettront d'accord. Donc 12,5 millions d'euros, ça permet déjà d'engager des premières choses et que on puisse avancer sereinement sur ce sujet-là. Une proposition qui sera soumise au vote du budget métropolitain vendredi. Grenoble Habitat que l'on devrait retrouver aussi avec d'autres dans le projet de réhabilitation de la cité de l'Abbaye. Un lieu abandonné, squatté, menacé de destruction pour être remplacé par du neuf il y a quelques années et finalement sauvé puis racheté par la ville de Grenoble en 2018. Une nouvelle vie s'annonce donc pour les immeubles et pour les occupants de l'urbanisme transitoire pour lesquels d'autres solutions seront proposées. Mirko Pesci. Immeubles inoccupés, volets fermés et cours en friche, les bâtiments de la cité de l'Abbaye sont quasiment à l'abandon. Après un projet d'urbanisme transitoire qui aura duré 3 ans, la cité va être rénovée pour accueillir 277 nouveaux logements. Le promoteur immobilier Ogic réhabilitera 12 des 14 bâtiments de la cité. Alors le projet dans sa globalité, c'est 12 bâtiments anciens HBM, Habitat Bon Marché, qu'on va racheter à la ville pour les réhabiliter complètement et en faire un projet mixte de logement, commerce, espace associatif, résidence étudiante, espace santé. Située au sud-est de Grenoble, dans le quartier de l'Abbaye, la cité a été construite en 1929. Labellisée architecture remarquable en 2003, ces bâtiments HLM sont les derniers vestiges du logement social ouvrier dans Grenoble. On est dans une cité historique à plusieurs titres. Historique d'abord parce que c'est la seule cité de ce type-là à Grenoble. C'était une cité ouvrière et les habitants sont très attachés à cette cité. Moi j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Ah surtout vous ne touchez pas aux volets verts, les volets verts c'est l'identité du quartier ». L'identité des bâtiments sera respectée, mais des balcons seront installés sur les façades. Les rez-de-chaussée seront transformés en locaux pour des activités d'économie sociale et solidaire. 90 chambres étudiantes et 135 logements de 30 à 110 mètres carrés seront créés. Coût de la réhabilitation des 12 bâtiments, 20 millions d'euros. C'est vrai que la réhabilitation, c'est encore aujourd'hui des projets qui sont plus complexes, des fois plus coûteux que de construire du neuf. Pour autant, nous, on considère que ça fait partie de notre démarche de prendre soin de la ville, de permettre d'entretenir et de redonner des nouvelles vies à des bâtiments qui ont des qualités. Parmi les 14 immeubles, 2 seront rénovés par la ville et un nouveau bâtiment sera construit par le bailleur Actis. Les travaux débuteront en mai 2025 et finiront en 2028.
Et les fameux volets verts seront restaurés en partenariat avec les ateliers Emmaüs. Les travaux 4 quais de France à Grenoble devraient démarrer dans quelques jours. Mardi, en raison d'un risque d'effondrement, l'immeuble avait été entièrement évacué de ses habitants, relogés depuis. La circulation automobile, mais aussi cycliste et piétonne, est coupée sur une partie du quai de France qui abrite cet ancien couvent. Une piste bidirectionnelle a été tracée en urgence sur le pont Marius-Gontard où le trafic est dévié. Les riverains peuvent toujours accéder à leur domicile par la rue Maurice Gignoux. Une situation qui pourrait durer plusieurs mois. Le mur fragilisé par les opérations de ravalement serait en fait un double mur avec un vide d'air qu'il faudrait combler par un coffrage. Des bulles, Colline Picot en voit tous les jours. Professeure de français le jour et autrice de BD la nuit, elle dessine les histoires de ses rencontres. Sa dernière collection sortie cette année s'intitule Nous autres et aborde la vie d'une femme guinéenne et d'une autre brésilienne arrivées en France pour fuir leur pays. C'est dans son atelier basé à Fontaine que Anaïs Profissé l'a rencontrée. À l'aide de feutres, d'encre de Chine et d'aquarelle, Colline Picot esquisse les histoires d'Awa et de Diane. 2 femmes au parcours poignant qui sont devenues les héroïnes des 2 dernières BD de l'autrice. La première histoire, c'est celle de Awa, une Guinéenne, une Peul de Guinée. Et donc je la connais parce qu'elle prend des cours de français. Et je lui ai demandé si elle était d'accord pour que je raconte sa vie. Elle était d'accord. Et donc elle m'a raconté un peu son parcours en Guinée. C'est un parcours assez difficile d'excision, de mariage forcé, etc. Et puis d'avoir dû quitter son pays sans ses enfants. Donc elle m'a raconté ça. Et le deuxième portrait, c'est celui de Diane, une Brésilienne, qui raconte son enfance au Brésil, dans un orphelinat en fait. Professeure de français pour les adultes étrangers, Colline Picot s'inspire de ceux qu'elle croise tous les jours et retranscrit leur vie dans ses ouvrages. J'interviewe les gens soit avec un micro, soit sans micro si ça dérange les personnes, sachant qu'avec le micro c'est plus facile parce que je peux me concentrer vraiment à être avec eux. Et ça permet aussi de retranscrire vraiment la façon de parler, les petites expressions, etc. Et ensuite, on passe à la phase de storyboard, ce qu'on appelle. Donc, on prédessine toute l'histoire au brouillon. Et ensuite, on passe au propre. Donc, d'abord le crayonné, et ensuite l'ancrage, et ensuite le lettrage. Et là, pour ces 2 petits livres, la colorisation. Sa maîtrise du dessin, Colline la tient de sa mère et de tous les albums de bande dessinée qu'elle a lus. Son modèle, le journaliste américain Joe Sacco, grande figure de la BD de reportage. J'ai toujours aimé les bandes dessinées. Et après, j'ai découvert la bande dessinée de reportage et je trouvais que c'était vraiment un moyen intéressant de raconter les histoires tout en donnant la parole à des gens. Ça rendait plus concret les histoires. Et ça m'a permis d'aller voir les gens, d'avoir un prétexte pour découvrir des cultures, des mondes qui ne sont pas les miens. Et avec ce prétexte-là j'aimerais que vous me racontiez votre vie, est-ce que vous êtes d'accord ? L'artiste compte poursuivre sa collection Nous autres prochainement en mettant en image d'autres destins de femmes. Ah ouais, Diane, les 2 premiers tomes de la collection sont à retrouver dans toutes les bonnes librairies grenobloises. Les résultats sportifs du week-end, 2 gros cartons emballent les amateurs de sport. Le GF38 s'est imposé 5-1 contre Caen. L'équipe en forme de ce début d'année. Le GF remonte sur la 3e marche de Ligue 2. Et puis, dans la foulée de leur victoire 9-1 contre Marseille mardi dernier, les Brûleurs de Loos, eux, sont allés battre l'équipe en forme de ce début d'année en Ligue Magnus Bordeaux. Victoire de Grenoble 8-2 avant une semaine de trêve. L'équipe de France se prépare pour le tournoi des 4 nations à Épinal à suivre dès vendredi sur notre antenne avec France-Autriche à 20h. C'est une semaine pas comme les autres que la France a vécue la semaine dernière. Les agriculteurs vont debout pour défendre leur profession, bloquant autoroutes et péages, finalement levés pour la plupart vendredi, mais pas à l'appel de tous les syndicats. Pour quelles raisons ? C'est ce que l'on va voir avec vous, Anaïs Goffre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agricultrice au col de Clémencière à Saint-Martin-le-Vinoux, référente foncier pour la Confédération paysanne de l'Isère. L'un des derniers barrages de France, c'était celui sur la 43 à Saint-Quentin-Falavier. Vous n'êtes pas partie de votre plein gré, vous avez été délogée par les forces de l'ordre. Vous avez voulu continuer le blocage, vous n'étiez pas satisfait des mesures proposées par le gouvernement ?
Non, pas du tout. À part quelques mesures d'aide d'urgence pour les agriculteurs qui avaient subi la tempête et les inondations et pour la fièvre hémorragique bovine. À part ça, on a vu plutôt des mesures soit décevantes, soit catastrophiques sur le plan environnemental, avec des retours en arrière, la réutilisation de certains pesticides, la fuite en avant sur les OGM. Il parle de pause, hein, pas de réutilisation, mais voilà. C'est une pause jusqu'au Salon de l'Agriculture dans 3 semaines, mais vous êtes assez peu confiante. En tout cas, nous, on a vu un tour de passe-passe avec des agriculteurs qui sont sortis de leur ferme pour revendiquer un revenu décent pour un travail harassant. On leur a dit, c'est bon, c'est fini, rentrez chez vous, mais nulle part dans les annonces de M. Attal, on voit apparaître le revenu des agriculteurs. Donc nous, on estime qu'il ne s'est rien passé, vraiment. Voilà, donc on a souhaité continuer les barrages. On s'est fait déloger parce que quand la FNSEA rentre chez elle, les autres n'ont plus le droit de manifester. Alors la FNSEA, c'est le syndicat majoritaire dans l'agriculture. Majoritaire, voilà. Il y a un syndicat plutôt orienté à droite, la Confédération paysanne est plutôt orientée à gauche. Oui, alors le souci, c'est qu'il y a une grosse différence, une divergence d'intérêts entre la base de ce syndicat et la direction de ce syndicat, la représentation, puisque le représentant de ce syndicat est un Monsieur Rousseau, Aurélien Rousseau, voilà, oui. Donc lui, il représente finalement les intérêts de l'agro-industrie. Et la plupart des gens qui votent FNSEA ne sont pas des industriels, ce sont des gens comme moi qui ont une petite, moyenne exploitation, qui veulent vivre de leur métier et ils n'ont pas les mêmes intérêts. Vous prenez, en fait, la direction, mais de fait aussi ses adhérents, vous prenez des agricultures, des modèles différents, c'est bien ça ? Oui, je pense qu'on prône un modèle social différent, sociétal, on va dire. Après, là, en parlant du mouvement, de ce qu'on appelle, nous on appelle à continuer ce mouvement, donc à bloquer les centrales d'achat, bloquer la grande distribution. Parce que voilà, il y a plusieurs, tout le monde se renvoie un petit peu la balle. Certains disent c'est de la faute des grands distributeurs, des entreprises, la faute de l'Europe. Vous vous dites déjà, faut aller sur les Alors les nous, centrales on d'achat. demande 3 choses principales qui sont nécessaires à non seulement un revenu paysan, mais aussi une alimentation de qualité, parce que il ne faudrait pas qu'on dissocie et le revenu des paysans et l'alimentation et l'environnement, bien sûr. Donc, ce qu'on demande, c'est la sortie de l'alimentation des accords internationaux, enfin du marché international. Mais c'est possible, ça ? Libre-échange. Si on est libre-échange, on fait d'un libre-échange d'un côté, mais pas de l'autre. Ça marche ? Oui, alors comme on a entendu qu'il y avait une exception culturelle à la française, on propose une exception agriculturelle à la française, avec donc sortie du libre-échange. On considère que l'agriculture, la nourriture est un bien commun et non une marchandise sur laquelle on peut spéculer. Et en fait, le libre-échange nous interdit de protéger les revenus des agriculteurs. Donc, une fois qu'on est sorti du libre-échange, ça nous permettra de nous protéger, nous. Et à l'intérieur du pays, il faudrait qu'on instaure le minimum des choses, c'est qu'on ne puisse pas vendre nos produits au prix inférieur à ce qui nous coûte à produire en comprenant notre revenu. Là, ce n'est pas le cas. Là, par exemple, vous êtes agricultrice. Alors, peut-être que votre cas est particulier, mais voilà, vous travaillez. Qu'est-ce que vous produisez ? Moi, je fais des légumes en agriculture biologique et du bœuf. Voilà. Et vos journées de travail, vos semaines de travail, c'est quoi ? Moi, déjà, je suis éloignée de la grande distribution. Je ne subis pas les aléas et les contraintes. À la Confédération paysanne, on se bat donc pour des revenus décents pour les circuits longs, c'est-à-dire donc ceux dont on parle, les prix planchers, donc ceux qui vont aller jusqu'à la grande distribution. Mais aussi, on se bat aussi pour un autre modèle d'agriculture, c'est une agriculture paysanne qui est implantée dans les territoires, qui dépend le moins possible de l'industrie en amont, c'est-à-dire toute l'industrie qui va nous vendre des grosses machines, une super technologie qui va nous endetter. Oui, parce qu'en fait, les propriétaires des tracteurs, c'est les banques, c'est pas les agriculteurs. Et de l'industrie en aval aussi,
qui correspond à l'industrie de l'agroalimentaire. Donc nous, on essaye de prôner des modèles agricoles qui sont finalement assez résilients, c'est-à-dire qu'on va prôner une agriculture où on dépend le moins possible donc, de ces industries et on peut maîtriser nos prix et maîtriser la façon dont on cultive. Mais ça, est-ce que c'est possible à grande échelle? Il faut bien nourrir les gens. Voilà. Alors, nous, on pense que c'est possible. Et puis, en fait, il n'y a pas que nous. Il y a tous les rapports, dont les rapports du GIEC, etc. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut sortir de ce modèle agricole libéral qui crée du tort à l'environnement, à la société, et qui ne permet pas une alimentation décente pour la population. En plus, l'échec est total sur les 3 volets, quoi. Pas de revenus, l'environnement sacrifié et pas d'alimentation correcte. Donc votre combat pour l'instant, c'est d'aller vers les blocages, mais pas forcément tels qu'ils étaient la semaine dernière. C'est ça, et on appelle aussi la société civile à nous rejoindre parce qu'on ne veut pas dissocier l'alimentation de l'agriculture, et à tous les déçus de ce qui s'est passé là actuellement. On se dit que forcément, les gens de la base, dont la base de la FNSEA, doivent se rendre compte qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts qu'un patron de l'agro-industrie. Il y a une collègue hier qui a donné une bonne allégorie, c'est-à-dire la FNSEA, c'est comme si le syndicat des menuisiers élisait le patron d'IKEA pour le représenter au gouvernement. Voilà. Je vois l'image. Merci beaucoup Anaïs Goffre. Je rappelle que vous êtes membre de la Confédération paysanne de l'Isère. Allez, quelques idées de sortie de l'exception culturelle. Dystopie au programme au Grand Théâtre de Grenoble mardi, qui nous plonge dans le Nether, un méta-univers virtuel composé de diverses zones thématiques, école, travail et autres. Mais dans un univers où chacun choisit son rôle et son âge, l'autre n'est pas forcément celui auquel on pense. Avec motion capture en direct, de véritables marionnettes prennent vie et participent à l'intrigue dans les mondes parallèles. Du noir, faire jaillir la lumière. Le peintre Pierre Soulages en avait fait son mantra et c'est en voyant son travail que le chorégraphe Michael Lemaire a eu l'idée de proposer son nouveau spectacle. Les yeux fermés à découvrir mardi soir à la Rampe des Chirolles dans le cadre du Hip Hop Never Stop Festival de Saint-Martin-d'Hères. Dans une gestuelle épurée, fine et profondément ancrée dans le sol, les corps des 8 danseurs se dévoilent, les vibrations et les reflets interagissent avec les mouvements. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.